Donc chez Excellium, effectivement, on couvre depuis le conseil jusqu'aux opérations et depuis le conseil de type advisory jusqu'au conseil de type opérationnel. Donc ça, c'est un créneau que l'on souhaite garder et qu'on souhaite développer parce que dans la diversité des thématiques autour de la digitalisation, de l'intelligence artificielle et des choses comme ça, on voit qu'il y a quand même le besoin d'avoir des gens comme nous qui anticipent les problématiques à venir d'un point de vue cyber et qui amènent des solutions qui correspondent à l'environnement, je dirais, complexe que la digitalisation entraîne. Et on voit les situations de Covid actuelles ne font que renverser cet état de fait. Alors, je pense pour l'ensemble des gens qui sont présents, le NIST Framework vous parle. C'est typiquement le référentiel que les gens du secteur comme nous utilisent pour classifier nos services, structurer nos services et présenter un portefeuille d'activités qui se veut cohérent et lisible. Alors, si on prend l'historique d'Excellium, on a créé Excellium il y a maintenant presque 8 ans, ce sera notre anniversaire, c'est mi-décembre, avec une ambition d'adresser 2 problématiques structurelles. La première, c'est la sécurité des applications. Donc, ça concerne toute notre activité, formation des développeurs, sensibilisation à la sécurité dans le code, service autour de SecDevOps et des choses comme ça. Le deuxième étant le traitement de l'incident cyber. Alors, quand on l'a lancé en 2013, c'était assez, je dirais, théorique, on va dire. Ça concernait, ou les impacts des cyberincidents concernaient quelques clients. Aujourd'hui, on voit que c'est notre quotidien et ça explique quelque part l'attraction que l'on a sur le marché. Il faut savoir qu'on a plus d'une quarantaine de clients qu'on supervise 24 heures sur 24 dans à peu près 42 pays dans le monde entier. Ça génère des volumes plus que conséquents, mais on ne fait pas que de la surveillance, on fait aussi en amont de l'accompagnement, gestion de crise, préparation à l'incident, et en aval, on a une grosse activité sur la réponse à incident. Et j'y reviendrai parce que je pense que cet élément-là est à considérer par les organisations du fait de l'impact que ça a sur la résilience. Donc ce portfolio-là, c'est ce qu'on décline au quotidien sur à peu près une centaine, 120 clients de manière récurrente. Si je prends les intrusions, vous avez peut-être vu dans mon premier slide, on fait à peu près 160 d'intrusions par an avec des résultats qui sont quand même assez interrogatifs sur le niveau de résistance et de résilience des organisations que l'on assesse. Alors, on lance vous connaissez pour certains, vous consommez même pour certains nos services SOC, mais effectivement, on a voulu là aller un peu plus loin. Alors, effectivement, au travers de cette introduction, on pourrait penser que nos services SOC adressent déjà ce type de problématique, les services SOC en règle générale. Est-ce que tu peux nous détailler ce qu'on cherche plus précisément à adresser avec ce nouveau service ? Alors, qu'est-ce qu'on sait si je prends les 12 derniers mois d'incident response que l'on a à gérer, vous verrez tout à l'heure les stats, mais c'est à peu près une soixantaine d'incidents, dont, je dirais, une petite dizaine concernés de la compromission totale des systèmes d'information avec une connexion avec des groupes malicieux de ransomware, des groupes criminels. Et on s'est aperçu de quoi? On s'est aperçu qu'il nous était impossible de savoir qu'est-ce qui avait été volé exactement. Donc, dans ce cas-là, ça pose quand même beaucoup de questions et beaucoup d'interrogations parce que je vous rappelle qu'on est censé tous être GDPR compliant et donc quand on vous pique de la donnée, vous devez informer le régulateur. Le problème, c'est que quand on vous pique de la donnée et que vous ne savez pas ce qu'on vous a piqué, c'est un peu compliqué de commencer à alerter le régulateur en lui disant « je ne sais pas ». Et les situations qu'on a vécues nous ont amenés dans des contextes où en fait on est obligé de discuter avec le régulateur et la police et l'assureur assez souvent, en disant voilà, a priori on a 1 téra de data qui sont sortis de l'infrastructure parce que les statistiques du firewall nous permettent de voir ça. Par contre, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et donc là se posent 2 questions, c'est comment on peut notifier les end-users si on ne sait pas qui est concerné, comment on peut demander ou informer de manière concrète le régulateur alors qu'on n'a pas d'idée. Je vous rappelle que si on prend le timeline de la réponse à incident,
La moyenne que l'on a aujourd'hui des statistiques chez nous, c'est que quand un client nous appelle, il nous faut entre 3 et 10 jours pour savoir ce qui s'est passé. Il nous faut à peu près entre 1 semaine et 3 semaines pour aller dans le détail et s'assurer que les groupes malicieux ne sont plus présents dans le système d'information. Il faut au client à peu près 3 à 6 semaines pour restaurer l'IT et en moyenne 2 à 3 mois pour revenir dans un niveau de production opérationnelle. Dans la moyenne des cas, on coupe l'accès Internet de la société pendant 4-5 semaines. Donc vous devez imaginer qu'entre 4 et 5 semaines, on n'a rien qui rentre, rien qui sort. Donc quand je dis ça, vous comprenez que comprendre ce qui s'est passé le plus rapidement possible pour couper court à la conséquence de l'intrusion et pouvoir amener des réponses est un élément majeur de réaction. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont assisté au webinaire que l'on a fait avec le cabinet Arendt pendant la Cyber Week, mais à ma connaissance, c'est la première fois que l'on a ça sur le marché luxembourgeois. On a la société Giorgetti qui est venue expliquer les conséquences d'un ransomware qu'elle a vécu en janvier. On était en octobre et il nous expliquait être toujours en train de remettre les systèmes en opération parce qu'ils ont perdu l'ensemble de leur data et n'ont pas, bien évidemment, souhaité payer la rançon pour essayer d'obtenir ça d'une quelconque façon. Donc, ce constat-là nous a amené à se dire, aujourd'hui, on offre un service SOC qui couvre le monitoring et la détection de l'ensemble des périmètres, mais je dirais, on n'était pas forcément en mesure de pouvoir avoir une granularité détaillée sur l'environnement base de données de nos clients. Alors, pourquoi base de données? Parce que même si vous avez des données dans tout le système d'information, et je pense que vous avez tous subi GDPR sur les données structurées et non structurées, on s'aperçoit, c'est plus facile de savoir où elles sont et qui touche les données structurées, et deux, c'est plus facile d'identifier assez rapidement où elles se trouvent, parce que c'est dans des bases de données. Et les bases de données, on sait où elles sont. Donc, on a décidé de revoir un peu notre offre et de rajouter des modules à notre offre standard SOC avec ce premier module qui s'appelle Database Monitoring Detection and Response, dans le but de dire, commençons par avoir une démarche où on va aller chercher dans ces data stores à modéliser l'usage acceptable et courant qui est fait de la donnée, détecter toute forme de, d'extraction massive ou d'extraction continue qui n'aurait pas lieu d'être, en vue d'identifier le plus vite possible du data leak et de comprendre ce qui a été leaké. D'accord ? Alors, on a confronté ça un peu avec le marché des analystes, Gartner notamment, parce que si vous suivez un petit peu leur actualité, ça n'est pas un sujet. Je pense que la dernière fois que Gartner a parlé explicitement de database security, ça datait de 2016. Ce que l'on voit malgré tout, c'est que le sujet revient aujourd'hui dans une approche un peu plus globale, data management ou data security management, en couvrant la partie database, mais aussi data lake. Et au vu des développements autour de l'IA et du data analytics, le feedback que l'on a eu, c'est que ça devient un sujet qui sera à l'agenda des analystes, des auditeurs, et de plus en plus de certains grands groupes, dès l'année prochaine, on est en discussion avec des très grands groupes qui ont dit revoir la protection de nos bases de données est quand même un sujet critique qu'on ne maîtrise pas. Ça a toujours été compliqué parce que le monde du database management, il est un peu dans son monde. On n'ose pas trop aller le voir parce que dès qu'on veut installer des choses, il nous dit oui, mais tu vas impacter la performance de mes databases, etc. Mais on voit que c'est un trou noir et que ça reste un problème conséquent. Alors, pour ça, on a fait quoi? On a décidé de rebrander notre offre SOC sous la tutelle de Excellium 360. 360 pourquoi? L'idée est de se poser aujourd'hui, on monitore toute une série d'assets, toute une série de périmètres, mais est-ce qu'on a réellement une vue 360 du système d'information? Et donc, cette approche-là se concrétise d'abord par ce premier service, mais notre idée, c'est aussi de compléter ça par des modules supplémentaires. Donc, un certain nombre d'entre vous ont commencé à adopter le cloud, pour lequel, là aussi, on a des enjeux de monitoring, de détection et de réponse. On a des clients qui commencent à intégrer leur périmètre industriel, que ce soit les caméras,
les devices IoT à droite à gauche, mais aussi et plus concrètement les systèmes industriels. Alors, on vient de signer notre premier client pour lequel on monitore les réseaux de distribution d'eau en Belgique. On a aussi quelques sensibilités chez certains clients sur tout ce qui est protection de la marque et des identités des VIP. Donc, cette initiative d'Excellium 360 vise à compléter ce portfolio et d'amener des réponses. Alors, soit à des clients qui ont déjà notre offre SOC et qui se disent « j'aimerais bien avoir des modules complémentaires pour adresser ces points spécifiquement », soit à des clients qui ne sont pas clients du SOC, mais qui nous disent « nous, le SOC, c'est peut-être overkill aujourd'hui parce qu'on n'est pas prêt, on n'a pas les budgets, on n'a pas les ressources, ou il n'y a pas le commitment pour l'instant de nos équipes management, ou on n'est pas arrivé à faire passer ça. Mais par contre, on aimerait bien tacler le point des bases de données ou le point du cloud spécifiquement. » Et c'est de ce fait que l'on a, je dirais, mis en place et déployé ce premier module en juin. En janvier, on annoncera, je fais du buzz pour ceux qui sont là, mais tout le support de Azure, que ce soit Office 365 ou que ce soit Sentinel, le CIEM d'Azure dans le cloud, afin d'amener là aussi des réponses à ces périmètres IT qui deviennent hybrides, on-premise, cloud, et pour lesquels ce n'est pas toujours évident pour nos clients d'avoir une vue consolidée de ce qui s'y passe. Alors, laissez-moi peut-être 2 secondes revenir sur la problématique et les enjeux, parce que c'est une grosse campagne qu'on commence à lancer là sur la problématique de la préparation à l'incident ou de la réponse à l'incident, mais je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire, que malgré le fait qu'on soit censé être tous GDPR compliant, le nombre de data leaks ne fait juste qu'exploser. Ça ne se passe pas une journée où il n'y en a pas un, et ça ne concerne pas des petits seulement, mais ça concerne des grosses structures. J'ai même vu récemment un revendeur français de matériel sportif qui s'est fait data leaker, alors que dans ses équipes, ces gens-là ont spécifiquement un responsable sécurité CRM. Et là, en question, c'est la base de données client qui a leaké parce que le niveau de sécurité du CRM n'était pas adéquat. Donc, on se dit, même si les organisations mettent un focus en particulier, on voit qu'il y a des défaillances. Et quand on regarde un petit peu ce qui se passe, très souvent, ce n'est pas la base de données qui est responsable, mais c'est l'environnement qu'il y a autour de la base de données qui crée une vulnérabilité pour pouvoir accéder ou consommer les bases de données comme si c'était, je dirais, open bar ou accessible. Et le problème, c'est qu'on voit que la régulation ne fait que se renforcer, on voit que les pénalités ne font que se renforcer, et donc il y a quelque part le jeu du chat et de la souris à mettre cette pression sur les organisations en disant plus je te mets de contraintes et plus tu vas le faire. Notre regard, il est un peu différent. Je vous prends un exemple. On a été appelé il y a 3 semaines, personnellement j'ai été appelé par une société familiale en Belgique où la personne en question me dit « Monsieur Bianco, j'ai eu votre nom par mon assureur, malheureusement je n'ai pas de cyberassurance, et il m'a dit de vous contacter pour voir si vous pouviez m'aider. On est une entreprise familiale, on a 50 ans d'existence, on fait du levage, enfin, donc de l'industriel. On vient de se faire ransomware et on n'a plus rien. On n'a pas de backup, on n'a pas de données. On me demande 5 000 € pour payer la rançon et je ne sais pas quoi faire. Et mon problème, c'est que j'ai été obligé de lui dire, mais je ne sais pas vous aider. Oui, donc, les gens de chez nous l'ont appelé pendant 1h30, mais aujourd'hui, elle n'a pas de contrat de cyberassureur, donc je n'ai pas de SLA pour l'aider. Mes équipes, en ce moment, gèrent à peu près 10 incidents en parallèle sur le marché Belux. J'ai une équipe d'à peu près 8 personnes là-dessus. Donc, on n'a pas la bande passante pour traiter ça. Et surtout, dans le cas présent, on ne sait rien faire. Ces données sont encryptées, on ne sait pas les décrypter, on n'a pas de backup, elle ne s'est jamais préparée à ce type de situation. Donc, malheureusement, à part payer et espérer qu'elle obtienne sa clé, il n'y a pas de solution. Donc, on l'a connecté sur un partenaire IT pour l'aider à reconstruire ça, mais ça veut dire que cette société-là, je vais dans le détail, hein, elle n'a plus de fichiers clients, elle n'a plus de fichiers fournisseurs, elle n'a plus de vue sur ses encours, qu'est-ce qu'elle avait à payer chez ses fournisseurs, elle n'a plus de vue sur qu'est-ce qu'elle devait recevoir de ses clients, etc. etc. Donc ça veut dire que c'est au moins 3-4 mois pendant lequel elle va avoir des difficultés à opérer son business de tous les jours. D'accord ?
En France, on a Louise Charmel, pour ceux qui s'y connaissent en lingerie féminine, qui s'est mis sous la protection de la loi de la faillite parce qu'ils sont pris un ransomware. Pas de production pendant 3 mois, sauf que les fournisseurs, il faut les payer parce que le matériel de production leur avait été livré. Et donc, sans production pendant 3 mois, c'est pas de revenus qui rentrent. Et donc, je ne sais pas faire face à mes échéances. Vous rajoutez le contexte Covid actuel, tout ça pose des problèmes conséquents. Donc, on essaie d'avoir, au travers de nos activités, un peu plus de démarche proactive pour faire prendre conscience aux gens que ne pas être prêt à traiter un incident cyber, je dis, c'est comme se poser la question de, tiens, mais c'est bizarre, il y a la grippe cette année. Mais on sait qu'il y a la grippe tous les ans. Donc, à vous ou pas de choisir si vous voulez vous faire vacciner. Mais vous savez que ça va arriver. Et malheureusement, aujourd'hui, l'incident cyber, on doit considérer qu'il fait partie de notre quotidien. Donc, constat de ça, c'est de dire certains clients vont avoir besoin de ce niveau supplémentaire de contrôle. Et notre idée, c'est d'amener une solution qui va permettre d'une part, déjà de faire un vulnerability assessment de ces containers. Alors là, on prend la base de données. Est-ce qu'elle est réellement protégée? Est-ce que n'importe qui peut y accéder? Est-ce qu'on a les logs adéquats qui nous permettent de comprendre ce qui s'y passe? On a les mêmes concerns aujourd'hui sur les tenants du cloud ou les Docker containers qui sont déployés, qui sont assez souvent déployés sans aucun niveau de sécurité, tout simplement parce que les gens ne savent pas ou n'ont pas forcément de compétences sur ce domaine pour savoir si c'est sécure ou pas. Donc, un de nos premiers points, c'était de dire, est-ce qu'on est capable assez rapidement de donner un état des lieux de la sécurité de données ou de ce conteneur de data? Deuxièmement, est-ce qu'on est capable d'implémenter des contrôles qui vont nous permettre de mesurer les déviances autour de ce qu'on peut considérer les règles de conformité et de sécurité de l'organisation dans le cadre du day-to-day qui est fait sur les bases de données? Troisièmement, et c'est un point important pour nous, est-ce qu'on est capable d'identifier quelles sont les données qui ont été touchées sur les 24 dernières heures, les 3 derniers mois ou les 6 derniers mois, pour être en mesure de répondre le plus efficacement possible à l'identification des données qui ont été piquées. Je vous ai mis deux petites situations, une internationale, donc je vous disais tout à l'heure Garmin. Donc Garmin, pour ceux qui font du sport, moi j'ai juste acheté la montre, je n'ai pas encore commencé à faire du sport, mais certains en font visiblement. Vous savez, quand vous faites votre jogging, là, vous uploadez les données chez Garmin dans son cloud et comme ça, vous pouvez voir vos performances. Donc, Garmin a été out of business pendant une quinzaine de jours et puis, miraculeusement, tout est revenu. Alors, on ne sait pas ce qu'ils ont fait parce qu'ils n'ont pas communiqué, mais visiblement, ils ont été obligés de payer 10 millions de rançon pour espérer pouvoir récupérer. Alors, mon point ici de ne pas faire shame on us ou shame on them, mon point ici est de dire que si Garmin a estimé que payer 10 millions de dollars en Bitcoin, donc déjà, est-ce que vous êtes capable de payer en Bitcoin si demain vous prenez un rançon? Mais ça, c'est une autre question. Payer 10 millions de dollars pour une clé pour pouvoir restaurer ces systèmes, ça veut dire qu'ils ont évalué que restaurer eux-mêmes les données, le système d'information, la sécurité, etc., ça leur coûtait beaucoup plus que 10 millions de dollars. Oui. Donc, quelle que soit la situation, le coût pour Garmin, au-delà de la rançon, c'est minimum 10 millions de dollars pour avoir pris un ransomware. Je vous ai mis un deuxième exemple que l'on a vécu. Alors, sur les 6 derniers mois, on a Victor Buck qui a eu des soucis, on a eu Cactus qui a eu des soucis, on a eu Giorgetti qui ont eu des soucis. Donc, ce n'est pas que des boîtes de la tech ou des boîtes américaines, mais c'est des boîtes de tous les jours. Et l'impact, c'est un impact de production. Donc, préparer à ça ou ne pas se préparer à ça, pour moi, aujourd'hui, ça commence à devenir une faute. Deuxièmement, je vous mets des statistiques parce que, comme je le dis souvent, même si Colline qui s'occupe du marketing chez nous, elle n'aime pas que je dise ça, mais pour moi, l'incident cyber aujourd'hui, c'est le même phénomène que les maladies vénériennes. Vous voyez, personne n'en a, si vous posez la question, mais par contre, les statistiques ne font qu'augmenter. Et en incident cyber, c'est la même chose. C'est pour ça que j'ai publiquement remercié, moi, Giorgetti, de testimonier lors de notre événement ARENT. C'est que si on partageait un peu plus les informations des cyberincidents que l'on subit et qu'on partage les actions qu'on a prises et les leçons qu'on a tirées, on améliorerait le niveau de sécurité global. Je vous ai mis les stats de notre CERT. Donc, CERT, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est un peu nos pompiers du cyber.
C'est-à-dire ce sont les gens qui interviennent quand un de nos clients a un incident de cyber. Alors Axelium travaille pour ses clients en direct avec des assurances cyber, mais on est aussi le sous-traitant de pas mal de players de l'assurance qui vendent des cyberassurances. Donc, quand un client fait marcher sa cyberassurance, c'est nous généralement qui débarquons pour, comme dans NCIS, faire l'analyse et trouver le patient zéro, comprendre ce qui s'est passé, faire l'état des lieux, fournir des recommandations et accompagner le client à revenir à la production le plus vite possible, parce que pour l'assureur, plus ça dure et plus ça coûte. Mais donc, je vous ai mis là quelques statistiques. Sur 2019, on a publié 25 vulnérabilités dans des applications logicielles majeures, donc publiques, qui n'étaient pas connues. Donc ça s'appelle dans le jargon de la sécurité des 0D, c'est-à-dire des vulnérabilités qui à un moment donné sont connues par un faible nombre de personnes, mais qui malheureusement, avec la vitesse aujourd'hui d'usage d'Internet et de la malveillance, est exécutée ou exploitée très rapidement. 22% de notre temps, ça a été sur de la réponse à incident, c'est-à-dire il y a un incident, le client nous sollicite pour qu'on l'aide à récupérer son infrastructure et qu'on remonte ça. 33% de notre temps sur le data breach. Vous voyez que je fais une différence entre incident response et data breach, parce qu'il n'y a pas forcément corrélation. Certains clients ont des incidents, mais qui ne se traduisent pas forcément par la fuite de données. Si vous regardez les statistiques là à droite, vous voyez que ça représente quand même une partie importante de notre activité. C'était Colline que vous avez vu en backstage. Et malheureusement, ça a des conséquences importantes sur les environnements de production. Je vous ai mis là dans ce slide-là. Vous voyez, sur les 12 derniers mois, on a été engagé 58 fois. Donc 12 derniers mois, 58 fois. Ça fait en moyenne plus d'un incident par semaine, sachant qu'un incident ne se règle pas en une semaine. Et on est sur 14 incidents. La moyenne, c'est quand même 6 incidents par semaine sont traités. 9, c'est de full compromise. Full compromise, ça veut dire le système IT, il est par terre. L'ensemble des serveurs est encrypté, l'ensemble des bases de données n'est plus disponible et l'ensemble des backups a été supprimé. D'accord ? Et dont 7 étaient liés à des ransomware gangs. Donc là, ça rajoute une petite difficulté. Je ne sais pas si vous avez suivi sur Paperjam ce qui s'est dit sur Cactus, mais effectivement, qu'est-ce qu'on a vu là? On a vu là l'opération d'un gang américain qui se dit, qui a inventé une nouvelle activité, c'est-à-dire le chantage, et un nouveau métier qui est le négociateur, qui se positionne entre le gang de ransomware et le client pour dire, voilà, on a vos données, si vous ne payez pas, on les rend publiques, histoire de dire, bah, tu te prendras au moins le régulateur, et deuxièmement, tu as peut-être un concurrent qui veut acheter tes données, et donc je le fais. Donc vous l'avez peut-être entendu parce qu'ils ont demandé 42 millions de dollars pour des échanges de mails entre Trump et son avocat. Bon, le FBI a réagi en disant que ce groupe criminel était terroriste et donc ça rend le paiement de la rançon à un groupe terroriste passible de sanctions pénales et donc ça n'a pas eu lieu, mais ça peut expliquer que certaines personnes n'osent pas dire qu'elles ont payé parce qu'elles pourraient être après sous le risque d'une sanction légale d'avoir financé du terrorisme. Mais donc, on voit une structuration, on voit une professionnalisation et on voit surtout une monétisation de tout ça qui fait que ça ne va pas s'arrêter. D'ailleurs, le groupe en question qui s'est occupé de Cactus, il maintient un site web sur un forum dans lequel tous les jours, il publie le nom des sociétés qu'il a hackées et met aux enchères régulièrement les données de ces sociétés pour mettre de la pression aux gens qui ne sont pas très enthousiastes à avoir à payer une rançon ou quoi que ce soit. Donc, au travers de ces services, on essaie de monitorer, parce que typiquement, souvent, les boîtes apprennent qu'elles ont été, qu'on leur a piqué de la donnée parce que dans un forum, quelqu'un les met en vente ou des choses comme ça. Donc, on a, au travers de nos services SOC, structuré aussi des réponses, que ce soit sur de l'intelligence d'information, que ce soit sur un meilleur traitement de la vulnérabilité, ou que ce soit sur le monitoring de ces groupes-là pour savoir qu'est-ce qu'ils font, essayer le plus rapidement possible de détecter qu'il y a eu data breach. Je prends l'exemple d'un cas qu'on a géré récemment. Oui, il y a eu data leak, mais en discutant avec l'assureur, le régulateur et la police, il avait été convenu que, on ne payerait pas la rançon, enfin le client ne payerait pas la rançon et donc l'assureur non plus,
mais que deux, il n'y avait pas besoin de faire une notification formelle à la CNPD tant que les données n'étaient pas leakées. Et donc, on a mis sous monitoring ce groupe-là pour s'assurer que le jour où il ferait un leak de l'information, on serait capable de réagir le plus vite possible. Donc là aussi, la réponse est structurée, elle n'est pas forcément 0 ou 1, et elle vise à apporter, je dirais, une réponse, comment dire, programmée ou programmable, alignée par rapport à la menace que vous avez en face. Et donc, pour revenir à la question de Sébastien, c'est effectivement, pour ceux qui connaissent, nous avons, nous, un service SOC qui est dans nos services managés, qui vise à amener une réponse au monitoring 24 heures sur 24 de nos environnements clients, de détecter les comportements déviants, de détecter les menaces qui pourraient survenir suite à des vulnérabilités qui viennent de sortir. Vous avez vu que la semaine passée, on a eu quelques vulnérabilités conséquentes qui peuvent apporter des vulnérabilités à votre système d'information. On essaie, dans la mesure du possible, de répondre aux 5 questions que vous avez là au travers de ce service, c'est-à-dire, est-ce que je suis à risque? C'est-à-dire, par rapport à la forme de la malveillance aujourd'hui sur le marché, est-ce que mon niveau de sécurité est suffisant ou pas? Je rappelle à tout le monde, l'enjeu n'est pas d'être le plus sécure, l'enjeu c'est d'être plus sécure que l'effort que pourrait faire le malveillant qui voudrait s'occuper de vous. Et donc, la question n'est pas la même, ou la réponse n'est pas la même plutôt, que vous soyez la chaîne de magasins en ligne du coin, un opérateur de confiance en ligne, ou je dirais quelqu'un dont le flux digital est la raison d'être. D'accord ? Le deuxième point, au travers de nos services, c'est qu'on challenge nos clients à est-ce qu'ils sont prêts? C'est-à-dire, est-ce que le jour où ils subissent une attaque, ils ont les moyens d'y répondre parce qu'ils connaissent leur système d'information, ils ont une bonne vue des composants qui sont concernés, ils sont capables rapidement de dire telle machine contient telle donnée, et sur base de ça, oui, je la supprime ou pas. D'accord ? Le troisième qui est un peu moins marrant, c'est est-ce que je suis déjà compromis aujourd'hui? Parce qu'on a quand même eu l'exercice dans un hôpital belge où on a été en mesure de détecter que la moitié de son système d'information était préparé à l'encryption, mais pour une raison qu'on ne s'explique pas, peut-être une charge de travail ou peut-être que le groupe en question a attrapé le Covid ou je ne sais pas quoi, ils n'ont pas appuyé sur le bouton j'encrypte. D'accord ? Et donc on a été capable de supprimer, de cleaner l'environnement avant que l'attaque ait eu lieu. Alors ça nous est arrivé une fois sur les 12 derniers mois et sur les 58 incidents. Donc je dirais en termes de probabilité de chance, ce n'est pas forcément dans notre avantage. Le quatrième, c'est est-ce que je suis breach? D'accord? De manière systématique, la leçon que l'on retient, c'est que sur les incidents sur lesquels on monte, les gens, bien sûr, viennent d'encrypter là sur les 12 dernières heures parce que vous l'avez vu tout de suite, mais ça fait en moyenne 5 à 6 mois qu'ils sont chez vous. Et donc, normalement, quand ça fait 5 à 6 mois qu'ils sont chez vous, l'environnement de monitoring que vous avez mis en place doit au moins avoir bipé plusieurs fois pour nous dire attention, ils font des choses. C'est-à-dire, quand j'ai dit ils font des choses, c'est soit ils ont scanné votre système d'information pour détecter qu'est-ce qu'il y avait comme asset, soit ils ont cherché à savoir où sont vos machines multiline, etc., etc. D'accord ? Et le dernier point, c'est comment on prépare et on anticipe ces événements futurs. Alors, je vais passer slide. De toute façon, vous aurez accès à cette présentation parce que je m'aperçois que je parle un peu beaucoup par rapport au timing. Mais le SOC, ce n'est pas juste déployer un CM Engine, un élément qui corrèle tous les logs et tous les alertes et puis qui va faire le boulot. Ça, c'est bien si vous voulez un sapin de Noël, que vous voulez l'installer et puis il va faire, vous allez avoir des alertes rouges et vertes en permanence. OK. Mais si vous voulez avoir une démarche, il y a tout un environnement autour de ça qui rend la problématique bien plus complexe à déployer et à gérer au quotidien. Je vous ai mis la CMDB, alors c'est une blague entre nous, parce que je crois que ça fait 20 ans maintenant que je suis dans la cyber. Je ne l'ai pas encore croisé, moi, CMDB, tout le monde m'en parle, mais j'en ai jamais vu une. Malgré tout, un minimum d'asset inventory est nécessaire pour qu'on puisse répondre à cette question existentielle, c'est comment je peux dire que je gère quelque chose si je ne sais pas qu'il existe? D'accord? Et ça, c'est quand même un élément fondamental qui nous amène à cette discussion autour de la base de données. On sait qu'elle est là, on sait qu'elle contient énormément d'informations, mais aujourd'hui, très souvent, elle n'est pas considérée dans l'arsenal de sécurité que l'on a parce qu'on trust le DBA ou parce qu'on trust, je dirais, le niveau de sécurité qu'on a mis en place et on se dit, ouais, c'est bon, ça devrait être sympa. En plus, on a fait GDPR, ça devrait le faire. Donc,
par rapport à notre service SOC que l'on fait, ben en fait, si vous considérez ce module-là sur base de données, ce n'est ni plus ni moins que l'ajout d'un sensor supplémentaire qui va nous permettre d'aller collecter des événements et de l'activité ciblés par rapport à ce composant base de données. D'accord? Et donc, ça s'inscrit dans l'ensemble des services. Et donc, au lieu d'aller prendre les logs du firewall seulement, ben, on va prendre aussi ceux de la base de données et on va corréler tout ça pour essayer d'avoir une analyse plus complète et une vue plus complète sur, tiens, ce pic de données dans les stades du firewall est lié peut-être à cette extraction massive de la base de données qui a eu lieu cette nuit à 14h, à minuit, pardon, alors que, à part les backups, il n'y a pas d'activité nocturne sur cette base de données normalement. Et en plus, cette base de données, elle est taguée GDPR parce qu'elle contient des données à caractère sensible, privé. Donc là, ça doit renforcer l'alerting ou l'attention qu'on y porte. Donc, dans cette phase de déploiement des services SOC, effectivement, vous voyez qu'on commence assez souvent par les périmètres externes, puis après, on essaie d'identifier les menaces externes qui vont cibler plus particulièrement des applications métiers, et après seulement, le plus souvent, on se concentre sur les applications critiques internes. Et donc, quelque part, notre approche database monitoring vient à, je dirais, compléter cet arsenal d'aller plus loin dans l'interne, plus loin dans les applications métiers, au plus près de la data pour essayer d'en déterminer l'usage et les manipulations. Je vous rappelle qu'avec l'usage de plus en plus de l'intelligence artificielle, on va se retrouver avec des situations où vous allez devoir vous assurer de l'intégrité des sets de données qui sont utilisés par les algorithmes pour être sûr que la façon dont vos algorithmes d'IA dont on procède l'apprentissage ne le fasse pas sur des données qui ont été volontairement altérées ou modifiées pour que le comportement soit différent. Pour ceux qui participent à certaines de nos conférences, je prends souvent l'exemple de l'analyse de Google qui a montré que en mettant un petit sticker à côté d'une banane, ben, la détection automatique de l'algorithme de Google sur l'image disait c'est plus une banane. Donc imaginez que vous utilisez ça pour faire de l'autorisation automatique de crédit. Si je suis capable d'altérer les données qui vous permettent de traîner votre algorithme qui dit oui ou non à l'obtention du crédit, ben vous aurez dit oui alors que vous ne savez pas du tout pourquoi ça a été fait. Nos services SOC ben, sont déployés de cette façon-là. Vous avez en violet tout l'arsenal d'Excelium et on se connecte chez nos clients pour faire en sorte que les données restent chez nos clients et on amène cette intelligence. Donc, dans ce dispositif de monitoring base de données, ben, vous voyez que sur un composant SIEM qu'on appelle QRadar, qui est un des composants SIEM qu'on déploie le plus, on rajoutera un composant database monitoring qui ira alimenter ce SIEM pour nous amener beaucoup plus de contexte et beaucoup plus d'informations sur cette base spécifique. Pour ceux qui n'ont pas vu ce que c'est un SIEM, ça nous donne des interfaces comme ça, où vous voyez qu'on a de l'information sur les incidents ici, qui nous permettent de comprendre pourquoi il y a des alertes et quels sont les use cases qu'on a déployés qui bipent. Donc typiquement, quelqu'un qui se connecte un peu tardivement avec des privilèges sur des systèmes sensibles, ça fait biper une alerte comme ça et on va pouvoir se demander mais qui est derrière ça, quel est le user qui a été utilisé, pourquoi, d'où, etc., etc. Et pouvoir comme ça, avec nos clients, qualifier si cette activité est normale ou pas normale. Vous voyez là quelques tableaux de bord parce qu'effectivement l'enjeu, vu les volumes que l'on traite, c'est d'avoir aussi des représentations graphiques qui nous permettent le plus rapidement possible d'être en mesure de comprendre et de réagir. Alors, effectivement, Christophe, donc, tu as pu nous exposer assez clairement tout ce contexte. Tu as pu l'illustrer par tout un ensemble de cas concrets. On a fait un tour de nouveau assez complet de ce qu'est notre SOC, les différents services qu'on peut proposer. Est-ce que cette fois-ci, on pourrait rentrer un peu plus en détail du nouveau service qu'on commercialise de Database Detection and Response? Est-ce que tu peux rentrer un peu plus, effectivement, nous expliquer en quoi cela consiste? Yes. Alors, ce que je vous propose pour la suite, là, je vais vous expliquer ce qu'on a mis dedans. Je vais faire un abstract assez rapidement sur le composant technologique qu'on utilise, qui est en l'occurrence le composant Guardium de chez IBM, et Wim qui fait partie de la présentation. Après, il vous fera une démo un peu plus pratique et opérationnelle de Guardium, histoire que vous puissiez voir quel est ce composant et quelle valeur il apporte. Alors,
Comme je vous le disais, hein, notre but, c'est de rajouter une vue supplémentaire au monitoring traditionnel que l'on opère. Et donc, on a mis dans ce service les 6 points que vous revoyez ou que vous pouvez voir sur ce slide. C'est-à-dire d'abord commencer par dans quel état vous êtes. C'est ce qu'on appelle, nous, la phase de due diligence dans nos activations de service SOC. C'est de dire, on va monitorer ces bases de données, mais avant de les monitorer, elles sont dans quel état? Est-ce qu'elles sont déjà sécures? Est-ce qu'elles ont les niveaux de sécurité activés? Dans l'incident response actuellement, la plus grosse problématique que l'on a, typiquement sur les incidents Office 365, c'est que les gens n'ont pas activé le log. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on intervient pour essayer de comprendre, on est comme dans NCIS, hein, on arrive, on cherche des traces, on cherche à comprendre ce qui s'est passé, mais s'il n'y a pas de log, on n'est absolument pas capable de savoir ce qui a eu lieu. Donc, avant de faire ça, il faut s'assurer que ce composant va nous produire de l'information. Le deuxième, c'est de définir un certain nombre de use cases et de mettre en place du monitoring 24/7 qui répond à ces questions, c'est-à-dire qui, quoi, quand et comment. Est-ce que ces requêtes-là ont été nécessaires, utiles, validées, autorisées? On le fait en temps réel, mais on s'en sert aussi dans le cadre de l'investigation, c'est-à-dire, tiens, c'est bizarre, mais en analysant les logs sur une période de 3 mois, on s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui vient tous les jours, à la même heure, faire un extract d'une portion de la base de données, histoire d'être sous la ligne du radar ou des choses comme ça, où il vient consulter des champs qui n'ont pas lieu d'être et de manière systématique et sans être lié à une application spécifique. D'accord ? Deuxièmement, on veut être capable de fournir du reporting automatisé, c'est-à-dire qu'une des problématiques que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas juste de vous assurer que vous fassiez le monitoring, que vous ayez des moyens de monitoring, mais c'est aussi d'être sûr que c'est réalisé. Vous voyez, parce qu'on a quand même des situations où le constat, c'est on pensait que. Et malheureusement, quand on pense que et que ce n'est pas la réalité, quand il faut justifier pourquoi ça s'est passé, etc., etc. On a défini un certain nombre de use cases liés aux risques spécifiques aux bases de données. Et enfin, on a tout un volet sur comment on réagit à un incident. Je vous prends un exemple tout bête. Hein. On a certains clients qui nous appellent parce qu'ils ont de la compromission. On arrive, on demande d'accès à la machine, on nous dit non mais pas de problème, je l'ai éteinte. Le problème c'est NCIS again. Si vous avez éteint la machine, c'est comme si vous aviez nettoyé à la javel l'environnement. Donc il n'y a plus de traces. D'accord ? Donc quand vous avez un incident, vous déconnectez la machine du réseau, mais jamais vous ne l'éteignez. D'accord ? Donc ça, c'est des choses toutes bêtes, mais si les gens ne sont pas préparés, un autre petit truc qui nous arrive assez souvent, les gens sont victimes de ransomware, sauf que le fichier de contact des fournisseurs, il était sur le fichier Excel du responsable sécurité, qui n'y a plus accès parce que son PC est encrypté. D'accord ? Donc, sauf si vous connaissez par cœur les numéros de téléphone de tous vos fournisseurs, c'est une bonne idée d'en avoir une copie papier quelque part. Donc, on a défini un set de services, et pour rendre les choses assez... puisqu'on sait que les contraintes de budget sont là, on sait que le Covid ne facilite pas ça, on a essayé de construire un modèle qui est you pay as you go, c'est-à-dire en fonction du nombre de bases de données, et surtout avec des prix d'entrée de gamme qu'on a pu négocier avec IBM, qui sont assez agressifs, qui vous permettent de concevoir l'onboarding de vos premières bases de données ou de vos bases de données les plus critiques, sans forcément lancer des budgets astronomiques et conséquents qui ont, je dirais, tant que vous ne souffrez pas d'un incident, peu de chances de retenir l'attention des gens qui attribuent ou allouent les budgets. On s'est aussi mis dans la posture où pour un certain nombre d'instituts financiers, vous avez l'obligation de faire un audit annuel. On sait ce que représente un audit d'une base de données annuelle. Et donc, on s'est dit que c'était peut-être l'opportunité d'avoir un pricing qui correspond à ces montants-là, mais qui vous donne l'opportunité d'avoir non plus juste un one-shot assessment annuel, mais une supervision continue de la situation. Alors, notre value proposition, je la résume ici, hein, c'est le nombre de bases de données est juste en train d'exploser. Quand on voit avec nos clients, on a assez souvent des nombres de 200, 300 bases de données. Alors, c'est clair que déployer de la sécurité sur 300 bases de données, ça peut commencer à faire mal. Maintenant, il y a une approche pragmatique et par les risques à avoir.
On a besoin de vous donner de la visibilité sur les changes qui sont faits dans ces bases de données. On a quand même besoin d'avoir un focus sur le critical one et d'être capable de détecter rapidement l'activité malicieuse, même si votre concern n'est pas sur des erreurs ou quoi que pourraient faire vos collaborateurs et que vous voulez vous concentrer sur le côté malicieux. Ce set de services-là est quelque chose que l'on a voulu tacler. Alors, je ne vais pas dans le détail, mais pour ceux qui nous connaissent, hein, ce service comprend une matrice RACI, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, comment on discute avec vos DBA, quels sont les use cases standards que l'on déploie, quelles sont les activités d'incident response que vous avez. Je vous rappelle, pour un certain nombre d'entre vous, si vous avez souscrit à des cyberassurances, l'incident response, vous avez de fortes chances de nous voir si c'est au Belux. Mais aussi, nos activités d'investigation sont très souvent couvertes par les frais du cyberassureur. D'accord ? Donc, que vous nous ayez activé en direct ou que vous nous ayez activé au travers de l'email. Alors, oui, c'est vrai qu'on a mentionné déjà l'outil, la solution d'IBM Guardian. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur ce composant technologique? Oui, c'est vrai, parce que c'est quelque chose que nous, on déploie depuis quelques années, mais pour certains d'entre vous, c'est peut-être un peu nouveau. Beaucoup d'entre vous connaissent la suite IBM QRadar, hein, pour l'aspect environnementiel, mais IBM a un autre asset qui nous paraît particulièrement intéressant, qui s'appelle Guardium. Il y a quelques infrastructures déployées assez conséquentes au Luxembourg, hein, je dois le dire. Wim reviendra, comme je disais tout à l'heure, plus en détail dans la deuxième partie. Mais là, si je fais en résumé, Guardium, c'est quoi? C'est une solution qui vous permet, de manière non intrusive sur vos bases de données, d'avoir la capacité de, 1, mesurer le risque, 2, de mesurer le niveau de sécurité, et 3, le niveau de conformité, avec une scalabilité qui est assez intéressante, c'est-à-dire on peut rapidement avoir des volumes importants sans avoir à déployer des infrastructures conséquentes et forcément d'impacter les performances de la DBA, avec un niveau de customisation qui est particulièrement intéressant aussi pour aller dans le détail. Et si je vais peut-être un peu plus loin, vous voyez là les capacités de l'offre Guardium. Alors nous, on n'utilise qu'une des composantes de Guardium, mais Guardium peut adresser des bases de données qui sont on-premise ou dans le cloud. Il peut aussi s'occuper de file system, donc là, il rentre peut-être un peu en concurrence avec des technos que vous avez peut-être déjà comme Varonis. Mais nous, on l'utilise principalement pour le premier bloc, tout ce qui est discovery, classification, vulnerability assessment de votre base de données, hein, parce que c'est peut-être aussi un exercice intéressant dans le cadre de vos activités GDPR. On s'en sert aussi pour le data activity monitoring et pour le dernier, qui est toute la partie produire de manière automatique des rapports de conformité et d'audit sur ce qui s'y passe. Alors, pourquoi on a pris Guardium? Le monde de la base de données, comme je vous disais, est assez weak. Vous voyez que les derniers Magic Quadrant ou Vague Forrester datent quand même de quelques années. Mais en fait, on s'aperçoit que la situation n'a pas vraiment changé. On se retrouve toujours avec IBM, Imperva, un petit peu de nos camarades d'Oracle qui ont un composant propriétaire. Dans le cas qui nous concerne, l'avantage d'IBM, c'est que ça nous permet d'être agnostique sur la base de données que vous avez. Donc, on peut aussi bien monitorer des bases de données de format propriétaire IBM que des bases de données open source ou Microsoft. Et donc, on ne se pose pas la question de dire « Oups, je ne pourrais suivre et ne pourrais monitorer que ce qui est propriétaire de tel vendeur », mais d'avoir une vue, je dirais, détachée de ces considérations-là. Alors, juste là, vous verrez tout à l'heure dans la présentation de Wim de manière plus concrète, mais ça nous permet d'avoir du monitoring un peu à la mode de QRadar que je vous ai donné tout à l'heure avec des dashboards automatisés pour que nos analystes puissent. Nos analystes ne sont pas forcément des spécialistes de la base de données, hein, et donc ils ont besoin d'avoir une certaine forme de vulgarisation de l'incident. Mais ça nous permet aussi, je dirais, d'avoir un rapport de vulnerability. Vous voyez, là, c'est typiquement ce qu'on est capable de fournir assez rapidement sur, là, en l'occurrence, un serveur SQL, où vous avez un certain nombre de tests de sécurité qui ont été opérés sur la base de données pour nous sortir un plan d'action de rémédiation. C'est-à-dire, non, la base de données telle qu'elle est aujourd'hui,
elle n'est pas suffisamment sécure et il y a des actions à prendre. L'avantage que l'on a, c'est qu'on peut conduire ça dans le temps et se dire, on va régulièrement scanner ça pour avoir tous les 6 mois un état de la base de données et s'assurer qu'on est en train de réduire le risque lié à cette base de données. Alors, je pense que si je posais la question à l'Assemblée présente, peu d'entre vous ont ce niveau d'assurance, de sécurité de leur base de données aujourd'hui parce que c'est compliqué comme matière et c'est souvent fortement lié à la bonne volonté de votre DBA de vous donner de la visibilité là-dessus. Donc ça nous produit, vous voyez, à la fois des résultats de type sévérité ou pas, mais ça nous donne aussi des résultats par rapport à des benchmarks comme celui du CIS, d'accord, et ça nous donne la capacité de dire, attention, il y a des tests qui sont mandatory et qui ne sont pas acceptables, ou du moins dont les résultats ne sont pas acceptables aujourd'hui. Alors, je vais passer le design parce qu'on va regarder, mais ça ressemble un petit peu à ça, c'est-à-dire que Guardium se caractérise par une appliance sur lequel, en fait, vous allez capturer du trafic base de données et pouvoir monitorer ça sans impacter la performance de la base de données. Et nous donner des vues, je dirais, un peu plus pratiques ou opérationnelles pour prendre des actions derrière. Un autre écran, là, vous voyez sur l'aspect peut-être plus data monitoring ou data gouvernance. Hein. Si demain, vous devez justifier que vous monitorez les suivis d'accès ou les violations d'accès par rapport à votre compliance GDPR, typiquement, on est capable de sortir des dashboards de ce fait-là. Alors, effectivement, au-dessus de ces composants technologiques, au-dessus, je dirais, des capacités de la solution, quels sont les services, quelle est la plus-value, la valeur ajoutée que nous pouvons proposer à nos clients? Alors, je l'ai parcouru, hein, c'est pour ça que je ne vais pas, Sébastien, aller plus dans le détail de ça, mais oui. Vous avez vu un petit peu la description de service. L'ambition que l'on y prête ou la volonté que l'on a, c'est de supprimer la complexité technologique pour transformer ça en service. C'est-à-dire, c'est plus à vous de vous prendre la tête ou de vous poser la question de dire est-ce que vraiment je suis capable de monitorer ou est-ce que je suis capable de surveiller, mais la question c'est de dire livrez-moi un service dans lequel j'ai les informations qui vont me permettre de prendre des actions. Et donc effectivement ce set de services qu'on a construit a pour vocation de vous amener une réponse structurée. Après on a toujours ces phases avec nos clients de customisation par rapport à des besoins spécifiques, mais je dirais la value added ou le principal point que vous devriez retenir, c'est de pouvoir aller plus loin dans le niveau de compréhension de ce qui se passe au sein de vos environnements de base de données et d'amener ça sous la forme d'un service pour que vous puissiez concentrer vos efforts non pas à l'assessment, non pas à l'évaluation de sécurité, non pas à l'accompagnement de l'audit, mais plutôt comment je monitore ça et quelle action je peux prendre suite à ça. Si j'ai besoin, après cette réunion, d'un peu plus d'informations, plus de détails, où est-ce que je peux trouver toutes ces informations? Alors, certains d'entre vous ont déjà reçu de l'information, hein, mais on a voulu aussi vous donner l'opportunité de… je pense que l'ensemble d'entre nous sont noyés un petit peu en ce moment avec tous les événements, tous les trucs digitaux, etc. Donc, on a fait une landing page qui s'appelle excellium360.com. Donc, si vous allez là-dessus, vous verrez qu'il y a le datasheet de nos services, il y a une vidéo qui présente le service, on a fait du post de réseaux sociaux et des campagnes de mailing. Cette vidéo-là se retrouvera aussi ce site-là. L'idée, c'est que c'est un seul point d'entrée dans lequel vous devriez trouver les éléments qui vont vous permettre soit d'appréhender un peu plus le service, soit de nous solliciter pour avoir un one-to-one avec vous ou une démo avec vous, soit de discuter plus concrètement d'un projet. Et comme je l'ai dit, de rassembler un peu tout ça dans un endroit unique et concentré. Je vous propose de nous arrêter là pour cette partie présentation du service. Oui, donc avec nous, nous avons Wim qui va se présenter, qui travaille pour IBM au Benelux. Wim, on va te laisser prendre la main. N'hésitez pas pendant cette… Donc, il va nous faire une démonstration de l'outil en tant que tel. N'hésitez pas encore une fois à poser des questions. S'il y en a, on pourra y répondre à l'issue de la démonstration. Wim, je vais te laisser te présenter, puis nous faire la démonstration et on te remercie d'avance pour tout ça. Ok, merci Sébastien, merci Christophe pour
Euh, Bonjour tout le monde, donc Wim Fijans, je travaille pour IBM Benelux, où en fait je suis responsable pour la technique, pour l'équipe technique pre-sales sécurité, donc tous les aspects. De sécurité, donc tout ce qui est CM, QRadar, comme Christophe a expliqué, aussi tout ce qui est Identity et Access Management, et bien sûr le sujet d'aujourd'hui, tout ce qui est Data Security. Personnellement, je me spécialise en tout ce qui est Data Security et Privileged Access Management. Donc deux sujets qui sont quand même dans le contexte de ce qu'on vient de discuter. Ok, donc je vais vous montrer un peu comment Guardium va faire de la data protection concrètement. Donc pour faire ça, je vais d'abord faire un share de mon screen, comme ça vous voyez. Ok. Et je propose de commencer avec une très courte présentation pour expliquer un peu les capabilities et le comment on va la faire. Donc quand on parle de data protection, le nom de produit, le nom de famille de produit, c'est IBM Guardium, by the way. En fait, aujourd'hui, on voit souvent une approche que j'appelle classique. Et avec classique, je ne veux pas dire que c'est une approche mauvaise ou datée, mais c'est une approche qui est implémentée aujourd'hui dans beaucoup de sociétés ou beaucoup d'organisations. En fait, on va essayer de protéger les données qui sont au centre de l'organisation par deux anneaux de protection. Une qui est la peripheral, donc la périphérie. Et typiquement, là, on va trouver des solutions de protection réseau comme des firewalls, des VPN. On a aussi tout ce qui est access management, bien sûr. Quand quelqu'un se connecte à travers une application en direct vers des données, il va devoir rentrer son user ID et son mot de passe. Et ensuite aussi, toutes les solutions de monitoring, de security monitoring, comme QRadar. Des choses qui sont bien sûr nécessaires. Deuxième anneau, et dans certaines sociétés ou organisations on le trouve, c'est ce que j'appelle insider protection. Et là, on va typiquement parler de solutions privileged access management, comme IBM Privilege Vault, ou aussi des produits de compétition, bien sûr, où on va essayer de protéger, je dirais, les données en mettant des contrôles très spécifiques pour des utilisateurs privilégiés. Et quand on parle de base de données, typiquement, on parle de DBA, des administrateurs de bases de données. Donc tout ça est bien, mais il y a quelques soucis. Donc premièrement, comme Christophe a expliqué aussi, on n'a typiquement pas de vue sur quelles sont les données qu'on est en train de protéger. On essaye de protéger tout, et je dis bien on essaye parce que souvent la CMDB qui n'est pas complète, souvent on va pas savoir où les données se trouvent, où les bases de données se trouvent. Et c'est une problématique qui aujourd'hui est encore pire avec les solutions cloud, les solutions SaaS, des applications qui ont des bases de données intégrées. Donc, on n'a pas toujours une vue claire. Deuxième problème avec ça, c'est qu'on peut-être voir, ou on va voir s'il y a eu un souci, s'il y a un breach. La question, c'est quand est-ce qu'on va le voir? Donc, le temps de détection est typiquement assez large. Et deuxièmement, on n'a pas toujours une idée quelles sont les données qui ont été breachées. Donc, quelles sont les données qui ont été volées, quelles sont les données qui ont été adaptées. Donc, lack of real-time notification est un souci. Et finalement, il y a aussi une reporting assez limitée sur toutes les activités au niveau des données et sur les infractions. On peut bien sûr activer les logs des bases de données, mais activer des logs d'une base de données, typiquement, va créer un overhead performance assez important. Et
dans beaucoup de cas, par exemple, un DBA va, quand il fait une opération assez importante, il va peut-être temporairement bloquer le logging pour être sûr que la performance reste bien. Donc c'est pour ça qu'en fait, pardon, euh, on va parler d'une approche de sécurité un peu plus data-centrique. Et je vais expliquer dans les 20 minutes qui vont suivre comment on le fait. Donc, et pour moi, faire du data-centric data protection consiste de 4 choses qui sont liées et qui sont très importantes. Premièrement, tout ce qui est discovery et classification. Je vais en parler plus en détail tout à l'heure. Deuxièmement, tout ce qui est hardening des bases de données, de l'infrastructure, real-time monitoring et enfin, si nécessaire, real-time protection. Discovery and classification, ça a l'air très clair, mais ce n'est pas toujours évident. D'abord, comme j'ai dit, dans beaucoup d'organisations, on n'a pas une vue complète sur toutes les bases de données qui sont actives. Typiquement, on connaît les bases de données des applications critiques, mais par exemple, on ne sait pas si un DBA ou un développeur ou quelqu'un qui fait des tests a copié des données d'une base de données X vers une base de données Y pour faire des tests. Et bien sûr, une fois que les données sont dans la base de données de test, elle devient susceptible à des breaches pour des vols de données. Donc, Discovery of Data Assets est une étape très importante dans ce procès. Deuxièmement, c'est qu'est-ce qu'on va protéger. De nouveau, avec des solutions PAM, par exemple, ce qu'on protège, c'est l'accès DBA vers les bases de données, vers toutes les bases de données. Et bien sûr, c'est clair que pas toutes les bases de données sont critiques. Il y a des bases de données qui contiennent, par exemple, des données temporaires opérationnelles qui sont peut-être pas, je dirais, importants pour l'organisation. Ils peuvent être récréés, mais c'est une cache. On a besoin de ces données pendant 1 heure, 2 jours, et puis après, ils sont fait des refresh. Donc, c'est clair qu'on doit devoir classifier des données. Par exemple, quelles sont les bases de données qui contiennent des données PII ou liées au GDPR, quelles sont les données de nos clients, les données financières. Donc, classification des données, ce qu'on appelle sensitif. Le but, bien sûr, c'est de focaliser la protection sur ces données-là et sur cette base de données. Deuxième étape, c'est tout ce qui est hardening. Donc, vraiment être sûr que l'infrastructure de base, typiquement les bases de données, sont bien protégées. Et pour ça, et Christophe a montré un rapport du Vulnerability Assessment qu'on a, c'est qu'on va scanner régulièrement donc tous les assets, toutes les bases de données pour voir s'il y a des configurations qui ne sont pas en ordre. Par exemple, le nombre de login fields qui n'est pas limité. C'est quelque chose, c'est un paramètre qui peut être qui est mis par défaut d'une façon mauvaise, mais qu'on n'a peut-être pas adapté. Aussi au niveau vulnérabilité, quelles sont les vulnérabilités détectées par des organisations externes, par exemple CIS, STIC, quels sont les CVE qui sont qu'on a trouvé pour certaines bases de données ou pour certains types de bases de données. Le résultat de ces scans va être, le but c'est vraiment d'avoir une liste d'actions à faire. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on va essayer de faire un classement au niveau priorité. Donc, par exemple, un risque très faible, on ne va pas le mettre en premier de la liste. Non, on va mettre les risques ou les vulnerabilités importants en haut pour qu'on les solutionne d'une façon rapidement. Important aussi ici, c'est tout ça. Donc, il y a les rapports qui tournent, il y a les rapports qui sont créés. À côté de ça, il y a aussi tout un workflow qu'on appelle des audit workflows qu'on peut démarrer où en fait, on va créer le rapport va être revu par un contrôleur, un auditeur. Puis on passe vers le DBA. Le DBA
va devoir dire ou répondre qu'il a changé ou qu'il a installé un patch ou qu'il a changé un paramètre. Donc, il y a une trace d'activité qui est bien définie et qu'on peut suivre. Le monitoring, bien sûr, important là, c'est vraiment c'est du real-time access. Donc, on va en real-time détecter si, par exemple, quelqu'un fait un select sur 1 million de records. Et normalement, il fait ça pendant les heures ouvrables. Typiquement, il fait environ, quand il fait un query, c'est 30 results. Et ici, soudainement, pendant la nuit ou le week-end, il va faire un query qui pour 1 million de records. Donc, tout ça sont des indicateurs de breach ou de menace. Là aussi, il y a je dirais, une des différences importantes avec des solutions PAM, par exemple, parce qu'avec une solution PAM, typiquement, ce qu'on va faire, on va contrôler à la base de données, mais une fois qu'on est dans la base de données, il n'y a plus de monitoring. On peut faire du session recording, par exemple, avec des solutions PAM, mais il n'y a personne qui va en real-time regarder toutes les sessions qui sont en cours. Donc, c'est typiquement quelque chose qu'on va utiliser pour faire l'analyse post-breach. Ici, le but, c'est d'avancer la détection pour être sûr qu'on, comme Christophe a dit, qu'on n'a plus besoin de 10 jours ou même 3 semaines pour détecter et investiguer ce qui s'est passé. Advanced Threat Analytics, je vais vous montrer une petite démo tout à l'heure. En fait, c'est, je dirais, une intelligence dans le produit qui va nous détecter des actions qui sont typiquement liées à des menaces bien connues. Et bien sûr, auditing et reporting. Et enfin, la protection, Real-Time Detection and Action. Et sur protection, on parle surtout d'action. Donc, on va voir, je dirais, le who, what, when, where and how. Donc, qui fait quelque chose, qu'est-ce qu'il fait, quand est-ce qu'il le fait, à partir d'où et vers où il le fait, et comment est-ce qu'il le fait, à travers une application, à travers un command line. Et à base de ça, on va créer un contexte, et ce contexte va nous donner la capacité de dire ben, c'est une action normale ou pas normale. Si on trouve que c'est une action ou une anomalie, et cette anomalie se passe sur des données qu'on a classifiées comme être importantes, critiques, on peut faire une action de protection. Et les actions, c'est une combinaison de 4 options. Donc, d'abord, le logging, donc mettre en évidence l'action en le mettant dans un log. Deuxièmement, l'alerting, envoyer un event, typiquement vers une solution CIEM comme QRadar. On peut aussi aller plus loin. On a des options de faire du masking. Donc, par exemple, si quelqu'un fait un select d'une table qui contient des numéros de carte de crédit, on va masquer les 8 derniers chiffres, par exemple. Et blocking, qui est, je dirais, l'action la plus efficace dans beaucoup de cas, c'est vraiment terminer la session. Donc, si on voit que quelqu'un fait un select sur une table où normalement il ne devrait pas le faire, ben, on va faire la session. À côté de ça, et bon, on a aussi plein de solutions au niveau data encryption et key management et key lifecycle management. Qui sont bien sûr très liés au niveau de la data security, mais qui sont, je dirais, des solutions un peu séparées. OK. Donc, voyons maintenant un peu comment ça se passe en réalité. Donc, ici, je suis sur mon système Guardium. C'est une interface web assez standard. Et typiquement, quand on a le produit installé de défaut, il va nous donner quelques, je dirais, actions ou un roadmap d'actions à faire. Je ne vais pas le suivre. Je vais commencer à vous montrer un peu les rapports qui sont liés aux 4 points que je viens de dire. Donc,
Le reporting engine, ce sont des dashboards en Guardium, on appelle ça des dashboards. Ils sont configurables, vous pouvez créer vos propres dashboards avec les informations qui sont pertinentes pour vous ou pour la personne qui utilise Guardium. On a différents rôles, on a un rôle DBA, on a un rôle Security Officer, un rôle Auditor. Donc tout le monde, je dirais, a ces informations très spécifiques qui lui intéressent. Quand on regarde au niveau lifecycle, le discovery, donc ça c'est, je dirais, la première étape, c'est où sont mes bases de données. Et ce que Guardium va faire d'une façon de nouveau régulière, il va scanner le réseau typiquement, et il va essayer de connecter vers des systèmes ou des applications qu'on pense sont des bases de données. Donc c'est port scanning, c'est handshakes, des choses pareilles. Et donc ici, par exemple, ce rapport-là nous donne qu'en fait, dans notre environnement, on a détecté environ 22 instances, objets, qui ressemblent à des bases de données. Et qu'on n'a pas sous contrôle dans le sens où on ne sait pas que c'est un DB2 ou un MySQL ou un Oracle ou un MongoDB. By the way, comme Christophe a dit, au niveau support de bases de données, Guardium supporte, je dirais, presque toutes les bases de données courantes propriétaires, donc SQL Server, Oracle, DB2, mais aussi des bases de données open source, des bases de données ou des solutions big data, donc des solutions NoSQL, et aussi des solutions cloud. Donc, par exemple, pour AWS, on a aussi des connecteurs qu'on peut utiliser pour monitorer. Donc, première étape, discovery des bases de données. Donc, on n'a pas besoin d'une CMDB. On n'a pas besoin de quelqu'un qui sait où se trouvent les bases de données. Non, on va générer un task et ce procès va scanner pour trouver des bases de données. De nouveau, une fois qu'on a détecté les bases de données, on va démarrer un workflow qui va aller typiquement vers, par exemple, des administrateurs d'un système ou de base de données ou un infrastructure manager pour voir, on a détecté ce qu'on présume c'est une base de données sur machine XYZ, IP adresse ABCD. Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est une base de données? Quel type de base de données? Et puis après, on peut commencer à le manager. Data classification, de nouveau, automatiquement, une fois qu'on sait où les données se trouvent, donc ça veut dire quand on sait où les bases de données se trouvent, on va aller regarder dans les bases de données même pour détecter certains types de données. Et ici, par exemple, c'est un scan qui va chercher pour des données Personal Identifiable Information, PII. Donc, par exemple, numéro de téléphone, email, adresse, age, city, donc tous ces données-là. On le fait d'une façon assez intelligente dans le sens où dans Guardium, on a ce qu'on appelle des templates qu'on peut utiliser et ces templates sont faits pour détecter par exemple des données liées au GDPR, des données liées au PII, IPA, CCPA aujourd'hui, pour les gens qui ont des business en Californie. Donc, il y a pas mal de templates tout près dans le produit qu'on peut implémenter. La façon de détecter, là, on a environ 4 ou 5 algorithmes. Une qui est, par exemple, je dirais, très simple, c'est de dire, on va regarder, par exemple, si on cherche le numéro de téléphone, on va chercher dans les bases de données pour des, pour des tables qui ont comme titre numéro de téléphone. Très simple. À côté de ça, il y a aussi des manières un peu plus, je dirais, avancées, en utilisant par exemple des statements regex, typiquement pour trouver des numéros de crédit ou des numéros de compte bancaire qui ont un certain format. Et une troisième méthode qu'on utilise souvent, et ça c'est par exemple pour trouver des prénoms ou des noms de famille, c'est d'aller voir à base d'une liste dans la valeur même des données, dans les records même,
Et par exemple, si on trouve un prénom, comment on va le faire? Ok, vous l'avez probablement entendu, mais je viens de la partie néerlandophone de la Belgique. Donc, en Flandre, si on cherche des noms de famille, typiquement, on va trouver des Janssens et des Pieters. Donc, des noms très, je dirais, très communs. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une liste de, je dirais, des noms, il y a 10 prénoms, il y a 10 noms de famille qui sont le plus connus. Et dès qu'on trouve ces valeurs-là, Guardium va dire, ben, c'est probablement une table ou un record ou une colonne qui contient des noms de famille. Bien sûr, une fois qu'on a détecté, de nouveau, on peut créer des workflows pour bien confirmer que ces données-là sont ce qu'on pense qu'ils sont. Hardening, de nouveau, Christophe a déjà montré, je crois. Là, on va vraiment aller tester des bases de données. Donc ici, par exemple, on voit que dans notre infrastructure, on a 74 ou 74 tests critiques qui n'ont pas passé. On peut aller en détail. Donc ici, on a un rapport, par exemple, qui va dire, ben, et je cherche, par exemple, voilà, ici, sorry, Failed Vulnerability Results. Donc ça, c'est un dashboard. Je peux vous montrer le rapport après. Et donc, par exemple, on a trouvé un host où il y a une base de données Guardium qui tourne. Et là, on dit, ben, normalement, un access to certains packages en Oracle doit être limité, mais on voit que c'est granted to public, donc c'est un fail. Donc, ce sont vraiment des tests de bas niveau au niveau de la base de données, la version, les fixpacks, les défauts qui sont qu'on utilise. Et puis, Monitoring Protect. Donc, une fois qu'on a des informations, on peut mettre des policies en place. Je vais vous montrer dans 2-3 minutes ce que c'est une policy. Mais là, on voit par exemple qu'on a eu environ 130 infractions au niveau de nos policies. Quelles sont par utilisateur, le type d'exception, quelles sont les catégories de policy violations. Donc tout ça d'une façon assez claire, assez consommable, même pour des gens qui n'ont pas de connaissances au niveau base de données. OK. Donc, maintenant, tout ça c'est bien, mais naturellement, comme vous pouvez comprendre, il y a quelques étapes à faire. Hein. Il faut trouver les bases de données, il faut classifier les données, il faut mettre des policies en place, et puis on commence à faire du monitoring. Par contre, à partir de la version 11, donc la version courante, on a, je dirais, intégré ou améliorer tout ce qui est Advanced Analytics. Et avec Advanced Analytics, on va déjà pouvoir détecter des choses pas prédéfinies. Donc ici, quand vous avez un environnement en base de données, on installe Guardium et l'Active Threat Analytics va commencer à tourner. Il va commencer à détecter des choses, par exemple, un denial of service. Donc ici, par exemple, Guardium a détecté qu'un utilisateur donne sur une certaine base de données, adresse IP et le port de connexion vers la base de données, qu'on a détecté un volume exceptionnellement high d'activité. Donc déjà là, on a une idée qu'il faut faire attention. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben, on peut forwarder, bien sûr, vers QRadar pour faire une corrélation, par exemple, avec un firewall pour voir s'il y a des données qui sont sorties, oui ou non. On peut créer un ticket, il y a une intégration avec des ticketing systems. On peut aussi aller voir, par exemple, ici, dans ce cas-là, cet utilisateur donne
Qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, on voit que Don, il fait normalement environ 40 activités par heure et soudainement, il en a fait non, même plus, 15 millions. Donc déjà, c'est un indicateur très fort qui a un problème. Ici, on voit aussi, par exemple, que normalement, il fait son travail pendant les heures de... euh, pardon, environ 25% de son temps, c'est des working hours, mais aussi beaucoup off hours et week-ends. De nouveau, un indicateur qui peut montrer qu'il y a un breach. OK. Donc, Active Threat Analytics, c'est une façon, je dirais, de détecter des menaces, des infractions qui sont sans rien définir en détail, mais qui sont vraiment des indicateurs. Aussi, ici, si on regarde les, pardon, quelles sont les threat categories, count takeover, anomalies, cross-site scripting, SQL injection, denial of service, par exemple. Donc, des choses connues. OK. Risk Spotter, aussi une partie de Advanced Analytics. Et là, on va regarder vers des utilisateurs. Donc, pas les données, mais vraiment les users. Et on va créer un risque, par exemple, pour un utilisateur poly qui reçoit un risque 7.25. Pourquoi? Ben parce que dans ce cas-ci, on voit que, par exemple, elle fait beaucoup d'administrative queries. Ce qui peut être très normal. Et dans ce cas-là, on peut mettre Poly sur une whitelist en disant ben, c'est un administrateur qui fait des administrative queries. Si c'est un utilisateur normal, ça peut être une indication que quelqu'un ou bien a fait un takeover de l'account de Poly ou que Poly même est en train d'essayer de faire des choses qu'il ne devrait pas faire. OK. Donc ça, c'est au niveau Advanced Analytics. Et comme j'ai dit tout à l'heure, comment maintenant au niveau Discovery, par exemple, Discovery of Sensitive Data. Donc ici, j'ai parlé des templates, ce qu'on appelle aussi des Discovery Scenarios. Et un template, en fait, c'est quelque chose qu'on peut préinstaller pour aller détecter certains types de données dans des bases de données. Et donc ici, pour l'exemple qu'on prend, parce que bon, c'est nouveau, c'est le CCPA, le California Consumer Privacy Act, le GDPR californien, plus de soleil. On voit, ben, OK, donc un name and description. Et en fait, dans le template, on va avoir certains tools. Donc, par exemple, on a des templates, bank card, on va essayer de détecter des records qui font référence à, par exemple, une carte Amex, Mastercard, email adresse. Donc là, il ne faut rien reconfigurer. Typiquement, on prévoit tout ça dans des langues multiples, français, néerlandais, anglais, allemand. Et ce qu'on fait, c'est on va regarder bon, quels sont les templates dont on a besoin, les patterns dont on a besoin, et en fait, on va les importer comme classification rules. Donc ici, les classification rules, par exemple, il va chercher vers un IBAN number, une adresse IPv6, ethnicity. Et donc, ethnicity, par exemple, c'est un lookup qu'on fait à travers une table de données. African. Donc des choses, des mots connus et bien sûr, à ce niveau-là, le language devient aussi important. OK, donc une fois qu'on a ça, on va faire un discovery et puis on fait on a un report. Donc en fait, Guardian va scanner les bases de données, il va trouver en 3 data sources, par exemple une table et un column qui a une adresse. Il va donner le data source description, billing address, shipping address. Donc ici, ce sont tous des exemples d'adresses. Donc, en faisant ça, on fait une classification de données, je dirais, automatique. OK.
Une fois qu'on a ça, et puis parce que je vois qu'on est vers la fin de la session, qu'on a fait une discovery des données, on peut mettre alors des monitoring, des compliance monitoring en place. Donc, nouveau, on a CCPA, on a GDPR. Le monitoring enabled, je vais vous montrer le GDPR. Donc, par exemple, là, on a mis des policies sur certains groupes, par exemple, data admin users de GDPR données. Donc, tout ça sont des groupes qui veut dire on va regarder des actions ou des events qui se passent sur un certain type de données, dans ce cas-ci GDPR Personal Data. On a bien sûr des bases de données et dans ce cas-ci c'est un peu spécial parce que c'est une application. Donc on a une vue applicative. Donc au lieu de savoir quelle est la base de données derrière mon système CRM, je peux aussi monitorer ou dire à Guardium de me rapporter tout au niveau de l'application au lieu de la base de données derrière. De nouveau, c'est une façon de créer une vue qui est plus parlant pour, par exemple, la personne qui gère le CRM. Policies en place, par exemple, s'il y a un failed login sur des données qu'on a classifiées comme étant GDPR Personal Data, ben on va mettre la violation ou l'infraction dans un log file si l'utilisateur qui a fait un failed logon, c'est un admin user. Donc, nouveau, le what, quoi, GDPR, Personal Data, où et comment on peut ajouter comment dans le sens où on peut, par exemple, dire, ben, si le DBA soudainement utilise une application de management base de données, SQL par exemple, ou DataBeaver, qui n'est pas normal, ben, on va le faire. Donc ici, vous voyez, et puis c'est intéressant aussi, on a aussi des rapports standards qui sont typiquement les rapports demandés par des auditeurs qu'on peut créer d'une façon automatique. OK. Dernière chose que je vais vous montrer, je dirais, c'est le Vulnerability Assessment. On a montré, ben, je vous les rapports. Donc ici, on a un Vulnerability Assessment sur Oracle. Et donc ça, c'est le rapport que Christophe a montré. Donc typiquement, on le préformate en PDF. On peut faire un download, donc on peut envoyer ça vers des gens. Donc il y a le test description. Qu'est-ce qu'on va tester? Quelle est la source? Ici, c'est la source STIC. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un fail? Recommendation, qu'est-ce qu'on doit faire? On peut faire un exception, donc parfois il y a une configuration qui n'est pas bonne mais qui est nécessaire. C'est la réalité, donc on peut dire, ben, ce test-là, on sait que c'est pas bon, mais on va mettre une exception en place et on peut de nouveau créer un ticket pour pouvoir, par exemple, dire aux gens d'infrastructure ou base de données de modifier quelque chose. Voilà. Je crois que ça, c'est un peu en l'overview de Guardium. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, non, il n'y a pas eu d'autres questions. Je pense que bah, ta démonstration et les explications étaient très claires, dans un français absolument parfait, d'ailleurs, je tiens à le dire, et je t'en remercie. On a réussi à tenir le timing. Encore une fois, alors n'hésitez pas à revenir vers nous pour traiter de ce type de problématique. On se fera un plaisir de vous accompagner. Encore une fois, on tient le délai, donc je pense qu'on peut clôturer la session aujourd'hui. N'hésitez pas à participer aux autres événements, aux autres sessions d'information qu'on peut organiser, toujours à distance, hein, avec les différentes mesures sanitaires. Malheureusement, on espère rapidement pouvoir
faire les choses en présentiel pour avoir plus d'interaction peut-être, et puis se voir sur d'autres événements organisés au Luxembourg ou en Belgique ou ailleurs. Très bien. Sur ce, écoutez, Wim, encore merci. Christophe, merci pour toutes ces explications. Merci à tous nos participants. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une autre session. Merci. Merci.